Le bonheur, c'est comme la santé. Quand on l'a, on ne le remarque pas. Du reste, il y a beau temps que les gens d'esprit l'ont dit. Mais voilà, les années passent. Et vient un jour où l'on s'en souvient. Oh oui, comme on s'en souvient. Moi, je me rends compte maintenant que j'ai été heureux durant l'hiver 1917. Eh bien, allez donc passer comme moi 2 années, ou presque. Enseveli sous la neige la moitié du temps, et l'autre moitié, perdu dans une étendue de mornes et maigres forêts sans un seul jour de congé. Celui qui a connu cette vie-là me comprendra. Mon bonheur de l'hiver 1917, ce fut cela. Passer d'un district pris entre vent et neige à un chef-lieu de canton. Un premier mois s'envola, suivi d'un second, puis d'un troisième. L'année 1917 s'éloignait, nous étions déjà en février. Je m'étais accoutumé à ma nouvelle situation et oubliais peu à peu mon lointain district. Je serais curieux de savoir qui a bien pu me remplacer là-bas. Car enfin, il faut bien qu'il y ait quelqu'un, quelques jeunes médecins dans mon genre. C'est une lettre, on vient de la porter. Donnez. D'une grosse écriture négligente, quelqu'un avait tracé à l'encre ces mots. 11 février 1918. Chers confrères, je vous prie d'excuser ce bout de papier, je n'ai rien d'autre sous la main. Je souffre d'une grave maladie, d'une mauvaise maladie. C'est au nom de l'amitié que nous nous portions pendant nos années d'étudiants que je vous demande de venir me voir aussi vite que possible. Ne serait-ce qu'une journée, ne serait-ce qu'une heure. Si vous me dites qu'il n'y a plus d'espoir, je vous croirai. Mais peut-être est-il encore temps. Peut-être n'est-il pas trop tard. Y aurait-il encore une lueur d'espoir pour moi? Je vous demande de ne parler à personne de cette lettre. J'écrivais au médecin-chef cette lettre. 13 février 1918. Monsieur le médecin-chef, je viens de recevoir une lettre du docteur Poliakov, qui fut mon condisciple à la faculté, et qui m'a remplacé à Gorilovo, où il se trouve dans un isolement total. Il est malade, gravement, semble-t-il. Si vous le permettez, je laisserai demain mon service au docteur Rodovitch, et je me rendrai à son chevet. Il me paraît se trouver dans une situation désespérée. Très respectueusement à vous, docteur Baumgart. On frappa doucement à la porte. Que se passe-t-il? J'entr'ouvris la porte de la salle à manger. Dans l'obscurité, je distinguai le visage blême de l'infirmière, les yeux qui me fixaient semblaient élargis, hagards. « C'est qui ?»« C'est Poliakov ?» demandai-je. « Oui, » répondit Maria Vlasievna. « C'est affreux, docteur. Si vous saviez, j'avais si peur de ne pas vous l'amener vivant. » « Quand est-ce arrivé ?» demandai-je. « Ce matin à l'aube, » balbutia Maria Vlasievna. Le docteur Poliakov gisait sous la lampe qui déversait sur lui une lumière sinistre et angoissante. La poitrine se soulevait faiblement. Je voulus lui tâter le pouls et sursauter. Il se dérobait sous mes doigts et ce n'était plus qu'un mince filet impalpable parcouru de faibles saccades. Le docteur Baumgart fit Poliakov dans un murmure. « Je suis là », soufflai-je doucement tout près de ses lèvres. Ce cahier. Le cahier est pour vous, fit Poliakov d'une voix rauque et faiblissante. Il ouvrit les yeux, regarda le plafond sinistre dont les bords se fondaient avec les ténèbres. Ses prunelles sombres paraissaient illuminées d'une lumière intérieure. Le blanc des yeux devenait transparence bleutée. Son regard se posa sur les hauteurs, puis se troubla
et perdit sa fugitive beauté. Le docteur Poliakov était mort. De mes yeux fatigués par la lecture, je fixe une enveloppe décachetée et une feuille de papier où l'on peut lire. Chers camarades, j'ai décidé de ne plus vous attendre, de ne pas me soigner, plus d'espoir. Je ne veux plus endurer ces souffrances, j'ai suffisamment essayé, je préviens les autres, qu'ils soient prudents, avec les cristaux blancs solubles dans 25 volumes d'eau. J'ai trop cru en eux et ils ont causé ma perte. Je vous fais don de mon journal. Vous m'avez toujours semblé réceptif aux témoignages humains. Si cela vous intéresse, lisez l'histoire de ma maladie. Adieu. 8 avril 1917. Je ne peux que glorifier celui qui a eu le premier l'idée d'extraire la morphine des têtes de pavot. C'est un véritable bienfaiteur de l'humanité. Les douleurs ont cessé 7 minutes après la piqûre, montre en main. Après la piqûre, j'ai, pour la première fois depuis des mois, dormi d'un sommeil profond et paisible, sans penser à celle qui m'a trahi. 13 avril. Docteur Poliakov, faites attention. Sottise. 6 mai 1917. Crépuscule. Voici déjà 15 jours que je n'ai pas repensé une seule fois à la femme qui m'a trahi. 14 novembre 1917. Nuit étouffante. Un orage se prépare. Son ventre noir enfle et grossit au loin derrière la forêt. Un éclair blême et angoissant zèbre le ciel. Il commence à pleuvoir. Maintenant que je suis atteint de cette terrible maladie, je lance un avertissement aux médecins. De grâce, montrez-vous plus charitable envers vos patients. Ce n'est pas la mélancolie, c'est une mort lente qui s'empare des morphinomanes dès qu'on le prive de sa drogue pour 1 heure ou 2. L'air perd sa consistance et devient irrespirable. Il n'y a pas une seule cellule du corps qui ne soit assoiffée. De quoi? On ne saurait ni l'expliquer ni le définir. L'être humain cesse d'exister, voilà, il est hors circuit. C'est un cadavre qui se meut, qui souffre, qui a mal, et il ne veut rien, il ne pense à rien qu'à la morphine. La morphine. Mourir de soif est une mort paradisiaque, une mort bien heureuse en comparaison de ce qu'éprouve le misérable assoiffé de morphine. Année 1918, janvier. 3 seringues à 3%. Cela me suffira jusqu'à minuit. Je remercie la morphine d'avoir fait de moi un homme courageux. Je ne crains aucune mitraille. Et d'ailleurs, de quoi pourrait-il bien avoir peur? L'homme qui ne songe à rien d'autre qu'aux merveilleux et divins cristaux. Non, non. On a bien su inventer la morphine, on a trouvé comment l'extraire des têtes sèches et craquantes de la divine plante. On trouve donc un moyen de soigner les gens sans les faire souffrir. Le morphinomane a au moins un bonheur dont on ne saurait le priver. Il est capable de passer sa vie dans un isolement total. « 15 janvier. Vomissement ce matin. 3 seringues de solution à 4% à la tombée du jour. 3 seringues de solution à 4% cette nuit. « 17 janvier. Tempête de neige, pas de visite. Pendant mon abstinence, j'ai lu un manuel de psychiatrie qui m'a fait une impression horrible. Je suis perdu, il n'y a pas d'espoir. Lorsque je ne prends pas de morphine, je redoute les bruits les plus ténus. Les êtres humains me sont haïssables. Ils me font peur.
En période d'euphorie, j'aime tout le monde. Mais je préfère être seul. 18 janvier. Hallucination. J'ai des lunettes noires et j'attends l'apparition de personnages pâles. Ce n'est pas supportable. Il n'y a qu'un seul rideau. J'ai pris de la gaz à l'hôpital et j'en ai tendu la fenêtre. Je n'ai pas su trouver de prétexte. « 11 février. J'ai décidé de m'adresser à Baumgart. Pourquoi à lui? Parce qu'il n'est pas psychiatre. Parce qu'il est jeune et que nous avons été camarades de faculté. Bien que fort et en bonne santé, il est, si je ne me trompe, de naturel doux. Je m'en souviens. Peut-être pour... Aura-t-il pitié de moi? Non, une vie pareille, non, il ne le faut pas. J'ai le médicament sous la main, comment n'y ai-je pas pensé plus tôt? Je lus ces notes de Sergueï Poliakov le 14 février 1918 à l'aube dans une petite ville éloignée de tout. Elles sont ici en totalité, sans modification d'aucune sorte. N'étant pas psychiatre, je ne saurais dire si elles sont utiles, instructives. À mon sens, oui. 10 années se sont écoulées. La pitié et la terreur que m'inspira la lecture de ce cahier se sont dissipées. C'est naturel, mais je me rends compte en le relisant qu'il continue à m'intéresser alors que le corps de Poliakov est depuis longtemps tombé en poussière et que nul ne se souvient de lui. Ai-je le droit de publier ce cahier qui m'a été offert? Oui. Donc je le publie. Dr. Baumgart, automne 1927.